Bienvenue sur Ticozé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Aline Tacite, une femme qui a fait de la valorisation des cheveux bouclés, frisés, crépus, un véritable combat identitaire et entrepreneurial. Fondatrice de Boucles d'Ébène, Aline s'est donnée pour mission de briser les stéréotypes autour des cheveux crépus et bouclés. Après avoir traversé la Manche pour se former à Londres, elle est revenue en France avec une vision claire, célébrer la diversité capillaire tout en sensibilisant les femmes et les hommes à l'importance de s'accepter pleinement. Son parcours empreint de résilience et d'engagement inspire des milliers de personnes à embrasser leur singularité. Ensemble, découvrons l'histoire et l'impact de cette entrepreneuse pionnière. Merci Aline d'avoir accepté l'invitation dans Ticozé. Merci Kaïsa. Waouh, j'adore. T'adores. Nous aussi, on est vraiment, moi je suis très très heureuse de t'avoir. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on entend beaucoup parler de success story autour de créateurs et de fondateurs de marques capillaires pour les Noirs, les afrodescendants, enfin tout ce qu'on veut, les cheveux bouclés, frisés, crépus, texturés, voilà. On entend plein de success stories et en fait, je suis super contente d'avoir une pionnière. Donc, explique aux téléspectateurs, quelle est la genèse de ton combat, en fait, de ton histoire avec nos cheveux, en fait? Bien sûr. En fait, l'histoire commence 20 ans en arrière. Donc, je suis là en France. Je suis adolescente et jeune adulte. Et je réalise que je ne trouve pas de produits ni de spécialistes en mesure de coiffer mes cheveux crépus sans passer par le défrisage. Évidemment, je suis passée moi-même par le défrisage quelques années, 3 ans environ. Mais lorsque je décide en conscience d'arrêter, je ne trouve pas de solution. Et tout part de là, donc de cette expérience frustrée, finalement. Et donc, je me dis, il est impossible que dans le monde, il n'y ait pas de solution. Et donc, comme je n'en trouve pas en France, je fais des recherches sur les forums. Tu sais, c'est les débuts des forums et tout ça. Je recherche d'abord en français. Je trouve quelques petites choses, mais rien de concret. Et ensuite, je tape en anglais Natural Hair. Solution for Natural Hair et Products for Natural Hair. Et là, je tombe sur un monde incroyable. Et je me dis, ouais, ok, donc je suis pas folle, ça existe. Maintenant, comment on fait pour avoir accès à ces informations, à ces produits et à ces spécialistes? Et donc, c'est comme ça que très, très vite, avec ma sœur, on se dit, on va monter un événement pour pouvoir rassembler toute cette connaissance, toutes ces informations. Pour revenir à ta recherche, donc tu veux dire qu'il y a 20 ans, c'est ça, il y a 20 ans de ça 2005. 2005, quand tu veux, tu décides de ne plus défriser tes cheveux. Oui. Si tu veux aller chez un coiffeur ou quand tu vas chez un coiffeur, même si c'est un coiffeur, on va dire afro, parce que ça existe, bien sûr. Il n'y a pas de solution de coiffure ou de beauté si tu veux garder ton cheveu naturel. On te propose le défrisage. C'est ça. La seule solution, c'est le défrisage. Tu arrives avec ton afro crépus, on te regarde à peine. Pour eux, c'est évident. Tu passes d'abord par le défrisage pour pouvoir faire éventuellement même des tresses. Il fallait se défriser. Et je ne souhaitais pas ça. Et quand je m'opposais à leur proposition, j'étais regardée comme un peu une aliénée, mais c'est quoi ton problème? Tu vas pas te balader comme ça. Dans la rue. Enfin, respecte les gens. Donc, et c'est là où, avec ma sœur, et c'est là, ce qui est important, c'est que ce binôme, cette sororité de sang, nous a permis d'échanger tout de suite sur les problématiques et d'aller loin dans la réflexion, en fait. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas simplement à un problème de cheveux, mais à un problème de mentalité, de culture et d'éducation.
sur ce sujet. Effectivement, quand on observait autour de nous, déjà dans la sphère familiale, qui portait ses cheveux naturels? Personne. Ensuite, dans la sphère au niveau de l'école, etc., quasiment personne. C'était défrisage ou alors extension, rajout. Et quand tu regardais dans la rue, tu voyais pas non plus de personnes qui portaient leur chevelure naturelle. Et en poussant le questionnement plus loin, on est véritablement allé demander aux gens, mais pourquoi ? Pourquoi vous défrisez ? Bien, la plupart du temps, les gens avaient ce recul-là. Ils disaient, parce qu'ils sont crépus. Parce qu'ils sont crépus. Oui, mais pourquoi parce qu'ils sont crépus, faudrait-il systématiquement les défriser ? Parce que je ne peux rien faire avec. Ça, c'était souvent la réponse qui était donnée. Or, je savais que ce n'était pas vrai, puisque quand on avait les bons produits, quand on savait comment les manipuler, il y avait un autre possible. Mais les gens, en tout cas, la population, en tout cas en France, à ce moment-là, n'était pas encore prête. Voilà. Et ce qu'on a voulu apporter avec ma sœur, c'est justement déjà d'ouvrir un débat pour véritablement comprendre la problématique de fond. Puis ensuite, une fois que le débat était ouvert, apporter des solutions. Donc faire venir des spécialistes d'outre-Manche, outre-Atlantique, et puis pour pouvoir impulser un marché, donc une économie qui ne demandait qu'à émerger, parce qu'il y avait une demande et très peu d'offres. Et pour ça, c'est à ce moment-là que vous créez le salon B2C, c'est ça? Alors, pour en fait parler à ces gens. Comment ça se passe en fait au début, le début de Boucle d'Ébène. Le tout début de Boucle d'Ébène, avant d'ailleurs de passer à Boucle d'Ébène, on avait d'abord initié une journée qu'on avait appelée la journée sur la coiffure noire, pendant 3 ans, de 2000 à 2003. En 2004, on crée l'association Boucle d'Ébène. Et en 2005, on lance le véritable événement sous l'association Boucle d'Ébène. D'accord. Voilà. Donc au début, c'était une journée. C'était une journée d'échange. Voilà, c'était une journée d'échange, exactement. Avec une conférence ou 2 sur des thématiques liées au capillaire, à la culture, liées au capillaire, justement. Et aussi, il y avait le côté un peu aussi artistique, où on avait compris qu'il fallait mettre en scène ce cheveu aussi. Donc il y avait un tout petit défilé au tout départ, d'accord ? Donc là, de 2000 à 2003, on parle au départ c'était 40 personnes, et puis on est passé 3 ans plus tard à 400 personnes. Voilà, le bouche à oreille. Et après, on s'est dit, avec tout ce qu'on avait accumulé comme information et comme connaissances, on peut vraiment aller plus loin, et on voulait vraiment faire taper fort, envoyer un message très fort. Et c'est comme ça qu'on a décidé de structurer les choses en une association dédiée véritablement à la promotion et à la valorisation de ces typologies de cheveux naturels. D'accord. Et là, vous lancez le salon. Et c'est là qu'on a lancé le salon Boucle d'Ébène. Et la première édition a eu lieu le 5 juin 2005. Et c'était à Saint-Denis, à Saint-Denis. La toute première édition, à Eurosite. Et là, alors, on a fait ça sur une journée. On s'est dit, bon, la dernière journée sur la coiffure noire, on a fait 400 personnes. On s'est dit, allez, 700, 800 maximum. Et finalement, 2000 personnes se sont présentées sur une journée. C'était énorme. C'était incroyable. Ouais. J'étais là. Ouais, c'était énorme. Ouais. Et donc, à partir de là, il y avait des gens ont commencé à créer des produits. C'est ça. Parce qu'au départ, on trouvait beaucoup de produits naturels, des huiles, des choses comme ça. C'est ça. Et effectivement, donc Boucle d'Ébène a été la première plateforme en 2005 à promouvoir des artisans et les tout nouveaux entrepreneurs,
j'ai le droit de la citer, les secrets de Loli étaient là. Ils étaient là et elle était encore à l'époque où elle préparait ses produits dans sa cuisine. On a encore des photos avec les secrets de Loli, premier événement, etc. C'est incroyable on sait qu'aujourd'hui, c'est la première marque française, elle est millionnaire. Et c'est juste fantastique. Ouais. Voilà. Donc 2005, première plateforme qui est à la fois une plateforme de promotion de ces textures, crépus, frisés, bouclés et loxés, et aussi une plateforme économique, la première, qui met en avant, en visibilité, tous ces acteurs et actrices économiques qui ont développé des produits, des accessoires, des solutions pour répondre à un besoin. Donc, ce premier événement a lieu une journée. Une journée, exactement. Et lors de cette journée, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a des stands. Exactement. Donc, il faut imaginer un salon d'exposition professionnel ou public puisque ça s'adressait au grand public. Donc, il y avait une 60aine de stands, déjà, quand même, c'est énorme. Il y a un défilé. Il y a plusieurs défilés. Donc, il y a défilé de mode, défilé de coiffure, défilé de clôture. Il y a des artistes qui se produisent. Il y a une scène de théâtre, enfin des scénettes de théâtre, donc des prestations artistiques. Et puis, il y a des conférences. Il y a de très nombreuses conférences avec des conférenciers de renom, notamment Juliette Smeralda, qui présentait son premier livre, donc Peau noire, cheveux crépus, qui est sorti en 2005. Et donc, c'était juste la bonne date. Et elle était là pour dédicacer son livre. Il y a eu aussi des ateliers parents-enfants, les tout premiers. Il y a eu des conférences sur l'histoire de notre cheveu, qu'on ne connaissait pas du tout, vraiment à l'époque. Cet événement a été pensé vraiment à 360, à la fois au niveau économique, culturel, mais également artistique. Et l'idée de fond, finalement, c'est de nous mettre en lumière et dynamiser aussi notre économie. Et du coup, cet événement, vous la reproduisez tous les ans? Exactement. Donc, pendant combien de temps? Alors, il y a eu 3 éditions consécutives, donc 2005, 2006, 2007. Donc, 2000 visiteurs, 8000 la deuxième édition, 15 000 la troisième, avec Admiralty comme parrain. Comme parrain, d'accord. Et ensuite, je pars en 2007 en Angleterre, parce que j'avais mis tout ça en place, mais je n'étais pas du tout coiffeuse. J'étais assistante de direction trilingue. Absolument rien à voir. Et tu travailles dans un cabinet d'avocats, il me semble. Exactement. Mais je décide de révolutionner ma vie pour aller au bout de cette mission que j'avais identifiée comme une mission de vie, parce qu'elle avait beaucoup de sens pour moi. Elle avait beaucoup de sens pour moi parce que j'avais compris très vite, et depuis un certain nombre d'années, que accepter son cheveu, c'était accepter son identité. Et accepter son identité, c'était s'accepter soi. Et si on s'accepte soi, alors rien ne peut nous arrêter. Et surtout en tant que femme, quand on est bien dans son corps, on dit souvent être bien dans ses baskets. Moi, je dis bien être bien dans son cheveu. Quand on est bien dans ses cheveux, eh bien, on peut tout faire, en fait. Totalement. Tu vois, c'est vrai. Hein. Et donc, pour moi, ça, je voulais le communiquer au monde, en fait. C'était devenu ma mission de vie. Donc, tu pars. Donc, je pars, oui. Tu pars à Londres te former. Voilà, je pars à Londres me former dans un salon de coiffure partenaire de l'événement, d'ailleurs, Adornment, à l'époque. Donc, des Anglais qui avaient, à la même époque, au même moment, mais sur 2 latitudes différentes, un événement identique.
Mais quand je te dis identique, c'est identique. Il y avait des conférences, il y avait des produits, il y avait des artistes, etc. etc. La différence, c'est qu'eux étaient beaucoup plus loin parce qu'ils avaient déjà une proposition en termes de produits et de professionnels qui était réelle, tu vois, qui était conséquente. Donc là où nous, on était à 2000 personnes, eux étaient à 6000 visiteurs, tu vois. Voilà. Donc c'était un autre niveau. Et donc ils avaient créé leur salon de coiffure et ils m'avaient proposé d'y travailler. Donc, de me former. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cette grande chance pendant 3 ans d'être formée en tant que coiffeuse et également manager, parce que on était 2 managers. Et en 3 ans, donc c'est 3 ans hyper intenses de ma vie. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai pas eu de vie pendant 3 ans. Beaucoup de travail. Mais je ne regrette absolument rien parce que quand je reviens en France, je suis prête. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu relances un événement? Alors non, pas tout de suite. D'abord, je lance mon entreprise parce qu'il y avait urgence. Pour moi, il y a même 3 ans à l'extérieur, c'était 3 ans où comme si j'avais abandonné ce marché. Mais c'était nécessaire pour avoir une proposition concrète, cette fois-ci technique, en plus de la proposition autre, plus large au niveau de l'événement. Et donc, je crée l'entreprise de coiffure. Et en parallèle, je me forme aussi au CAP et au BP français. D'accord. C'est là que je découvre... La grande découverte. Énormément de choses. C'est-à-dire que tu te formes en France, en tant que Française, pour être coiffeuse. C'est ça. Donc, pour avoir un diplôme légal, homologué pour coiffer toutes les femmes françaises. C'est ce que je pense. Ouais. C'est ce que je pense. En fait... c'est ce que je pense. Non, avant de partir, je savais déjà qu'il y avait un problème au niveau de la formation en France, un manque, puisque finalement, dans le cursus de la coiffure traditionnelle française, on ne traite qu'un seul type de cheveux, le cheveu caucasien lisse. Tout ce qui sort du lisse n'est pas du tout enseigné. Donc, le crépu, le frisé, le bouclé n'est pas enseigné. Donc, j'ai une question. Oui. Ça veut dire que toutes les coiffeuses en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, oui. à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, enfin dans tous les territoires français, oui. passent un diplôme pour coiffer sur le cheveu caucasien. Exactement. Donc, oui. pas les Français des Outre-mer avec cheveux bouclés, frisés, crépus. C'est ça. Il n'y a pas. Non. Et c'est là où c'est effectivement choquant, hein, parce que finalement... Un diplôme d'État. Oui, totalement. Et du coup, tu n'es pas représenté dans ce que tu apprends. C'est très dur, ça demande beaucoup de résilience. Mais comme je m'étais déjà spécialisée, donc moi, je savais, c'était très, très clair dans ma tête ce que je venais chercher. C'était le diplôme... Qui te permettait d'ouvrir une structure. Qui me permettait d'ouvrir une structure, quand bien même j'avais quand même ouvert ma structure, puisque quand on n'a pas le diplôme, on peut quand même faire du coiffage, tant qu'on ne fait pas de technique, tout ce qui est chimie... tant qu'on ne fait pas de coloration, etc. Donc, dans un premier temps, le temps d'avoir le premier niveau de diplôme, puis les autres, j'ai proposé d'autres prestations qui ne m'empêchaient absolument pas de travailler, puisque les locks, il n'y avait pas de problème. Oui, les soins, les soins, il n'y avait pas de problème. Le coiffage, les diagnostics, le coaching, il n'y avait aucun souci. Donc, j'ai pu commencer comme ça. Mais il était important pour moi d'avoir ces diplômes pour pouvoir, à un moment donné, prendre la parole. Prendre la parole, échanger les choses en profondeur. C'est-à-dire prendre la parole avec le prof, les enseignants, l'intérieur du système, c'est ça? Exactement. Rentrer dans ce secteur-là et avoir une voix qui ne soit pas mise de côté comme ça. Non, elle ne sait pas de quoi elle parle, puisque... elle n'a pas suivi le cursus. Or, je l'ai suivi, je sais très bien de quoi on parle. J'ai suivi les mêmes formations que toutes les coiffeuses traditionnelles. Donc, je
je pouvais, et il était important pour moi de le faire, du coup. Mais est-ce que pendant ce cursus, justement, où tu passes ton diplôme d'État, il y a une ligne sur le cheveu crépus, il y a une ligne, il y a un mot, il y a quelque chose? Oui. Ah, alors, quand même. Oui. T'es prête? Ouais, je suis prête. Je crois que tu n'es pas prête. C'est vrai? Non. Vas-y, dis-moi. On se lance. On se lance. Ouais. Ok, donc, personnellement, quand j'ai étudié en coiffure française, en BP, donc un haut niveau en coiffure, celui qui te permet d'ouvrir un salon, mon prof de biologie m'avait indiqué un ouvrage, d'accord? Et cet ouvrage, dans le chapitre des anomalies, oui. Des anomalies. Oui, dans le chapitre des anomalies, il y avait donc ce sous-titre qui disait « Cheveux laineux, cheveux crépus sur l'ensemble de la tête est une affection congénitale ou héréditaire. » Oui, tu as très bien entendu. Une affection. Une affection congénitale ou héréditaire. C'est un bouquin qui a été édité en 2010, réédité en 2016. Et j'étais surprise, extrêmement choquée. Je suis tombée à la renverse. J'étais extrêmement bouleversée. Je suis allée voir le prof, bien sûr. Et je lui ai demandé de m'expliquer, mais de façon scientifique, ce qu'il y avait décrit. Ne lisez plus ce livre, on l'enlève. Non. Et donc, évidemment, il n'a pas su justifier. Et ce livre continue. Non, depuis 2021, il a été retiré. D'accord. Mais c'est assez récent. C'est assez récent. Donc ça, quand tu réalises ça, tu te dis que pendant des années, d'autres personnes ont appris et ont intégré cette information comme une vérité. Donc quand tu vas dans un salon... Exactement. Et tu vois, ça a fait écho avec des choses que moi, j'avais entendues, comme quoi le cheveu crépus était un cheveu qui était malade. Eh bien, ça vient de ce genre de choses, tu vois. Que tu apprends à l'école, voilà, pour passer ton diplôme d'État. C'est ça. Et quand aujourd'hui, moi, je forme des coiffeurs qui, certains ont 40 ans de carrière et qui me disent tout doucement, mais tu sais, moi, j'ai appris que c'était un cheveu qui était malade. J'ai dit, tu peux le dire très, très fort, enfin, haut et fort. Je sais que c'est pas de ta faute, je sais que ça a été écrit, je sais que ça a été enseigné, mais c'est une hérésie. Et maintenant, je vais te montrer toutes les clés et tous les secrets de ces typologies de cheveux et tout ce qu'on peut en faire. Et tu verras bien que ce n'est pas une maladie. Ouais. Et tu vois, incroyable. C'est... Donc, tu bouscules ta vie, tu bouscules ta première carrière, tu retournes à l'école, tu te formes à nouveau. Complètement. En te disant, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas et je vais en faire mon combat. Ouais, c'est ça. Et tu sais... Jusqu'à te former... Oui. En Angleterre et ensuite à revenir en France, te former et découvrir qu'en fait, il y a un texte qui dit depuis toujours que c'est un cheveu qui n'est pas bon, qui est malade et qu'il faut le défriser. Donc en fait, quand tu te pointes dans un salon, c'est normal qu'on te dise mais tu ne peux pas vouloir laisser ça sur ta tête. Tu comprends la légitimité que les professionnels avaient pendant toutes ces années. Et ça... Du coup, tout tombait sous le sens. C'était logique. C'était logique. Je veux dire, tu vois, ça devient logique. Mais ce qui, m'interroge, c'est qu'à aucun moment, quand même, quelqu'un s'est dit... Mais... Donc, le cheveu européen est un cheveu normal, en bonne santé. Et tous les autres, il y a un souci. Tu vois, et c'est là où j'ai pas... Mais il y a quelque chose en fait qui m'interpelle parce que tu me dis qu'en fait ce cheveu devait être toujours défrisé, donc ça veut dire que quand on t'enseignait, quand tu vas faire ta formation, on t'explique comment défriser le cheveu crépus. Oui. Mais les produits utilisés dans le défrisage sont des produits cancérigènes. Ah oui, non mais tout à fait. Mais ça c'est... Mais comme... Le cheveu crépus est encore plus malade que le cancer, quoi. Encore plus dangereux, je sais pas. Mais mais là, c'est au niveau de la législation, il y a des choses qui sont très, très graves et qui concernent, encore une fois, un seul type de cheveux. Donc, on fait beaucoup de protocoles, etc., de sécurité pour protéger
tout ce qui est permanente, par exemple, c'est dans un cadre bien spécifique. Mais dès qu'il s'agit du défrisage, même si c'est proposé aux enfants, même si ça sort du cadre sécuritaire. Ça ne pose aucun problème. Wow. Et tu vois, Incroyable. parce que business is business, tu vois, quand même, il faut bien faire de la maille. Non, c'est terrible. Il y a énormément de choses qu'on a laissé passer. Et donc, il est urgent. Il est urgent d'arrêter ça pour moi. Mais les choses, là, on parle de 20 ans en arrière, par rapport à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le défrisage aujourd'hui est devenu quasiment obsolète. C'est quelque chose qui se pratique encore et qui se pratiquera toujours, je pense. Mais c'est devenu vraiment obsolète. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les salons, on te propose bien d'autres choses et c'est tant mieux. C'est bien. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la loi discrimination capillaire défendue par le député Olivier Servat? Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là où tu entends parler de ce projet de loi? Alors, la première fois que j'entends parler de ce projet, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable qu'on ait à faire une loi pour exister, en fait. Parce que c'est une loi qui couvre aussi bien le cheveu crépus, bouclé, texturé. Enfin, il y a tellement de noms, roux, oui, mais aussi les roux, les blondes qui se teignent en brune pour aller à un entretien. Enfin, les rousses qui se teignent depuis toujours, parce que voilà, les roux aussi, il y a un vrai sujet. C'est ça. Tu te dis incroyable. Ouais. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais en même temps, c'est une réalité que je connais. Puisque ça fait 20 ans que je suis sur ces sujets-là, je les connais très bien. Tous les jours, on reçoit des femmes et des hommes qui nous demandent de leur faire des coiffures qui passent pour pouvoir accéder à des postes un peu plus importants ou pour pouvoir discourir un sujet sérieux pour qu'on puisse les entendre, éviter de... Et ne pas être perturbé par la chevelure, c'est quand même fou, mais c'est réel. Donc, c'est là où tu te dis que le cheveu, c'est hautement politique. C'est hautement politique. Parce qu'en vérité, le cheveu a toujours envoyé un message. Ça révèle quelque chose de toi. Sans les mots, tu envoies un message, tu vois. Et donc, après, chacun l'interprète, chacun l'utilise, tu vois. Et ça peut faire interférence. Qu'est-ce que il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'intéresse. Quand on vient te voir et on te dit, voilà, je veux garder mon cheveu naturel, mais propose-moi quand même quelque chose qui passe, parce que, voilà, j'ai une conférence, ou alors je vais faire une demande d'augmentation, que je travaille pour tel cabinet, ou qu'est-ce que tu proposes ? Ça dépend de... Une coiffure qui passe, en gardant son cheveu naturel. Ouais, alors, ça dépend toujours de la texture, mais... Une coiffure qui passe, par exemple, celle que tu portes, qui est très bien. En fait, tout ce qui va être, comme le cheveu crépus, frisé, bouclé et volumineux, en fait, les coiffures qui passent dans la tête de celui qui le dit, il faut entendre quelque chose où le volume est un peu plus maîtrisé vers le bas. D'accord. Donc, on peut faire une attache plutôt vers le bas, même si on voit un peu de froufrou derrière, mais le visage est plutôt dégagé, donc ça peut être une attache simple, ça peut être un tressage vers l'arrière avec un chignon, ça peut être ou au contraire un petit peu monté, mais en tout cas pas un afro, mais pas un afro, même si la première chose, même quand on me le demande, on me dit une coiffure qui passe, je vais toujours challenger la personne, savoir quel est mon degré de latitude. Est-ce que je peux quand même jouer avec le volume ou pas du tout. Et c'est elle qui va me guider. Donc, mais en général, j'essaye quand même de laisser s'exprimer la matière parce que
parce que tu peux pas gommer quelqu'un comme ça, en fait. Enfin, en tout cas, donc, moi, je n'aime pas faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en venant te voir, on peut avoir une femme qui porte son cheveu naturel sans problème, voilà, très à l'aise avec son cheveu, et mais qui vient tout de même pour te dire, propose-moi quelque chose qui passe, parce que voilà, il y a un sujet important, j'ai pas envie de... Voilà, de créer le débat. Ouais. Donc, toi, tu as des solutions pour ça. Mais bien sûr, on a toujours plein de solutions. C'est un cheveu qui permet toute la créativité est sans limite, en fait. C'est un cheveu qui peut être en volume, qui peut être étiré, qui peut être sculpté. Donc, tout est possible. Aujourd'hui, Aline, après avoir... écrit un livre, j'ai su qu'il y avait une bande dessinée aussi sur ton combat, une bande dessinée qui va être présentée aux enfants à l'école. Il y a, je sais aussi que tu as rencontré le député Olivier Servat quand il a commencé à travailler sur la loi discrimination capillaire. Tu t'es formé, tu as changé de métier, tu as changé de vie, tu as encore un combat, tu as monté une école de formation. Effectivement, donc là, ça fait 6 mois qu'on a créé Boucles d'Ébène, le Lab, qui est donc un salon de coiffure hybride avec une entité formation, donc qui sera de Calliope en début 2025. Et la formation, c'est... Et tu formes tout le monde, tu as dit. Tu formes, il n'y a pas de couleur, de type de cheveux. Non. Tous ceux qui veulent coiffer sur un cheveu naturel peuvent être formés. C'est-à-dire que tu te dis, bon, l'État ne fait pas le boulot, mais nous, on va le faire. En fait, oui, et ça a toujours été, finalement. À chaque fois qu'on a vu un manque, on a mis des solutions en face. Donc, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équité, mais on avance. Effectivement, et c'est très important pour nous. Et la formation, c'est un gros sujet. C'est-à-dire que si on veut que les choses soient différentes demain, il faut que les coiffeurs traditionnels puissent s'ouvrir à toutes les textures. Et c'est uniquement par le biais de la formation que ça peut se jouer. Et donc nous, avec Boucles d'Ébène, on met en place nos premières formations. Enfin, on forme depuis 2017, mais dans notre propre établissement, centre de formation, des formations qui vont permettre aux professionnels qui le souhaitent de pouvoir élargir leur panel de compétences et d'ouvrir leurs portes à toutes les femmes, le monde. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir, Kaisa. Au revoir et à très bientôt dans ton salon pour une coiffure autre que celle-ci. Avec plaisir. Où on laissera péter la pro. Ouais. Merci d'avoir suivi à nouveau Ticosé. Cette fois-ci, c'était avec Aline Tacite qu'on peut retrouver ces Boucles d'Ébène Studio. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, il y a un salon, mais il y a aussi un lab pour tous les professionnels qui veulent se former. Donc, à très bientôt. Au revoir.